Vous écoutez les Digital Doers et avant de lancer l'épisode, une petite info, 76% des recherches locales finissent par une visite en magasin. C'est pas mal, non? Uberall aide justement les marques à transformer ces visites en véritables clients, en simplifiant la gestion de leur visibilité locale et en améliorant leurs résultats en point de vente. Si vous voulez en savoir plus, j'ai mis le lien dans la description de l'épisode. Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Nous sommes le 24 octobre et après le résumé de l'actualité, je vous propose 5 articles cette semaine. Halloween 2025, près d'un tiers des Français concernés par les achats, à lire sur e-commerce mag. Google menacé à la racine par Atlas, le navigateur d'OpenAI reprogramme le web, à lire sur French Web. Les e-commerçants deviennent des dark shops de données, à découvrir sur e-commerce mag. Amazon pourrait économiser 600 000 postes en utilisant des robots d'ici 2033, à lire sur Usine Digitale. Et enfin, L'Oréal prêt à considérer des discussions avec le groupe Armani, à découvrir sur Fashion Network. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment toujours sans coupure. En bref, cette semaine, le luxe s'est raconté en clair-obscur. Hermès avance d'un pas sûr, fidèle à sa partition. Son troisième trimestre progresse de 5%, 10 à taux constant. Les ateliers tournent, les boutiques restent pleines, la créativité ne faiblit pas. Et dans le même temps, la maison confie sa ligne masculine à Grace Wales Bonheur, confirmant cette ouverture maîtrisée qui lui permet de rester intemporel sans jamais se répéter. En face, Kering souffre encore, le groupe recule de 10%, Gucci de 18%. Mais derrière les chiffres, on devine les premiers signes d'un redressement. Les nouveautés fonctionnent, le panier moyen remonte et la marque semble retrouver un peu de souffle. Dans ce paysage contrasté, L'Oréal avance ses pions avec prudence. Après avoir racheté les activités beauté de Kering, le groupe envisage désormais une entrée au capital d'Armani, conformément au testament du fondateur. Un geste qui pourrait rebattre les cartes d'un secteur déjà en pleine recomposition. Car c'est bien une recomposition que l'on observe, celle d'un luxe à deux vitesses où la réussite dépend tout autant de l'icône produit que de la rigueur industrielle et de la capacité à raconter une histoire cohérente. Au-delà du luxe, la dynamique reste mondiale. Le commerce transfrontalier européen pèse désormais près de 359 milliards d'euros et ce marché reste dominé à 70% par les marketplaces, Amazon, Temu, eBay. La hiérarchie ne change pas, mais la maturité du modèle interroge. Les consommateurs achètent sans frontières, les marques s'adaptent et la bataille se déplace vers la logistique, les données et la maîtrise du référencement. Justement, le référencement change de nature. OpenAI vient de présenter Atlas, un navigateur conversationnel doté d'un agent mode. En clair, une IA capable d'exécuter des actions à l'intérieur même de la navigation. Ce lancement pourrait bien transformer l'expérience web telle que nous la connaissons. Le futur de la recherche ne se joue plus dans les mots-clés, mais dans la compréhension. On optimisera plus seulement pour le SEO, mais aussi pour le GEO, le Generative Engine Optimization. Les marques devront rendre leur contenu lisible pour les agents conversationnels, sémantiquement structuré, techniquement propre, sinon elles deviendront
invisible. Et pendant que le web change de visage, la logistique poursuit sa métamorphose. Amazon trace la voie d'une automatisation de masse. 75% de ces opérations seront robotisées d'ici 2033. Des gains de productivité, moins de recrutement et un modèle toujours plus intégré. Face à ce géant, d'autres choisissent une approche plus humaine. Weldom, par exemple, mise sur un hub goods to person conçu pour les petites unités et les magasins franchisés. Automatisé, oui, mais sans déshumaniser. Résultat, une capacité doublée, un NPS interne passé de -2 à 71 et des équipes qui retrouvent du sens. Deux philosophies, un même objectif, livrer plus vite, mieux, sans sacrifier la cohérence du service. L'intelligence artificielle s'invite aussi dans la publicité. Pour les PME, elle devient un levier d'efficacité. Moins 25% de coûts publicitaires, plus de temps gagné et des outils désormais accessibles en self-service sur les plateformes des régies françaises. Les marketeurs y voient un moyen de reprendre la main à condition d'en maîtriser les usages et les limites. Enfin, un mot sur la saison. Halloween approche. 1 Français sur 4 prévoit un achat, surtout les jeunes adultes et les familles urbaines. Un moment encore marginal dans les chiffres, mais révélateur des nouvelles attentes. Les campagnes ciblées, locales, contextualisées, l'occasion pour les marques de tester leur agilité en période courte. Ce qu'il faut retenir cette semaine, c'est que la transformation continue de se jouer dans les couches invisibles, la donnée, la supply chain, la gouvernance créative. Les marques qui gagnent ne sont pas seulement celles qui innovent, mais celles qui structurent, celles qui, derrière le produit, savent orchestrer la machine. Halloween 2025, près d'un tiers des Français concernés par les achats à lire sur e-commercemag.fr en date du 23 octobre. La fête d'Halloween, traditionnellement d'origine anglo-saxonne, s'est implantée progressivement dans les habitudes de consommation en France. Selon le résultat du baromètre Les Français et la consommation réalisé par Opinionway et Bonial, 28% des Français affirment avoir déjà effectué ou envisagé d'effectuer des achats à l'occasion de cet événement festif de fin octobre. Bien que la fête n'ait pas encore conquis l'intégralité des consommateurs, elle s'établit comme un temps fort commercial ciblant des profils spécifiques. La jeunesse et les foyers avec enfants en tête. L'attrait pour Halloween, souvent associé aux costumes et aux soirées thématiques, est particulièrement marqué chez les plus jeunes. Plus de la moitié des 18-34 ans déclarent avoir déjà réalisé un achat ou être susceptibles de le faire. Ce taux atteint 53% chez les 18-24 ans et 51% chez les 25-34 ans. Cependant, l'intérêt diminue nettement avec l'âge, ne concernant plus que 9% des personnes de 65 ans et plus. L'étude souligne également la dimension familiale de l'événement. Ce sont les couples avec enfants et les célibataires avec enfants qui manifestent le plus grand intérêt, avec un taux d'adhésion de 47% pour ces deux catégories. Cette observation confirme que la fête est principalement centrée sur les enfants, autour d'activités telles que la chasse aux bonbons et les moments partagés. Des disparités selon les zones géographiques. L'adoption d'Halloween est significativement plus forte dans les grandes agglomérations. Les données indiquent que 32% des habitants des villes de 100 000 habitants et plus sont concernés, un chiffre qui monte à 33% en région parisienne. À l'inverse, l'esprit d'Halloween est moins présent dans les petites villes, 25%, et les communes rurales, 24%. Le budget n'est pas le facteur déterminant. L'appétence pour Halloween ne semble pas être conditionnée à la capacité financière des ménages. Les Français manifestent un attrait similaire pour la fête, qu'ils disposent de revenus modestes ou de revenus plus confortables. L'intérêt est donc davantage corrélé à des critères démographiques tels que l'âge et la composition familiale qu'au niveau de revenus. Une fête commerciale encore occasionnelle.
Bien que 28% des Français se déclarent acheteurs potentiels ou passés, le nombre de consommateurs ayant effectivement réalisé des achats pour Halloween l'an passé s'élève à 14%. Cette dynamique d'achat effectif est là encore portée par les 18-24 ans, les 25-34 ans et les familles avec enfants. Halloween n'est pas encore perçu comme un rendez-vous de consommation généralisée en France. Néanmoins, selon Laurent Landel, président de Bonial, cette fête s'impose progressivement comme un temps fort commercial pour les jeunes adultes et les familles avec enfants, surtout en zone urbaine. Il en découle que les enseignes souhaitant tirer profit de cette période sont encouragées à concentrer leurs efforts sur ces cibles clés. Google menacé à la racine par Atlas, le navigateur d'OpenAI reprogramme le web. À lire sur frenchweb.fr en date du 22 octobre. Avec GPT, Atlas, OpenAI ouvre un nouveau front avec son navigateur conversationnel. 16 ans après le lancement de Chrome, OpenAI adopte la même logique que Google en faisant de son produit phare ChatGPT le cœur de l'expérience en ligne. Lors d'un live stream hier soir, Sam Altam et son équipe nous ont présenté leur navigateur très épuré qui laisse place à un champ unique, Ask ChatGPT, et un espace d'accueil épuré où s'affichent suggestions, liens d'actualité ou tâches automatisables. L'application est disponible pour le moment sur macOS et d'ordinateurs équipés de puces M. Atlas arrivera bientôt sur Windows et mobile. Un déploiement qui témoigne de la volonté de Sam Altam de conserver l'initiative sur l'ensemble des acteurs de la tech. OpenAI se développe aujourd'hui à marche forcée et ne ralentit pas le rythme depuis le début de l'année. Un navigateur conversationnel et contextuel sur le plan ergonomique. Atlas conserve les fondamentaux d'un navigateur classique avec ses onglets favoris, remplissage automatique, mais il introduit 3 nouveautés. Chat partout, la barre latérale Ask ChatGPT accompagne l'utilisateur sur chaque page pour résumer, comparer ou expliquer le contenu affiché. Édition inline dans Gmail ou tout champ de texte, ChatGPT peut corriger, reformuler ou traduire sans copier-coller. Mémoire de navigation, l'utilisateur peut activer les Browser Memories qui retiennent les pages lues, les recherches ou les sujets consultés pour retrouver ultérieurement une information ou obtenir des suggestions personnalisées. Agent Mode, l'IA qui agit dans vos onglets. Fonction la plus spectaculaire, l'Agent Mode permet à ChatGPT d'agir comme un utilisateur humain, cliquer, saisir, transférer des données entre applications web. Lors de la démonstration, l'agent a converti des tâches depuis un Google Doc vers l'outil Linear, ajouté automatiquement des ingrédients d'une recette dans un panier Instacart, laissé à l'utilisateur la décision finale d'achat. L'agent opère pour le moment uniquement dans le navigateur, sans exécuter de code ni accéder au système de fichiers. L'utilisateur peut définir s'il agit en mode connecté ou déconnecté, reprendre la main à tout moment. Face à cette automatisation, OpenAI insiste sur la sécurité, la supervision humaine, tout en reconnaissant que cette délégation marque un virage. La fissure dans le modèle Google, Atlas menace Google sur ses 3 piliers. La recherche de réponses conversationnelles se substitue à la page de résultats. L'attention, l'utilisateur reste dans l'environnement Atlas sans passer par un moteur externe. Et enfin, la donnée, OpenAI capte directement les intentions et le contexte de navigation. Pour Google, cette désintermédiation représente une menace systémique. Si la consultation et l'action passent par ChatGPT, les clics publicitaires, l'affichage et l'attribution s'effondrent. Atlas reprogramme le web et rendre son site compréhensible par les IA va être le nouvel enjeu pour les marques avec Atlas. OpenAI rebat les cartes pour les marques. L'enjeu n'est plus seulement de séduire les internautes, mais de rendre leur site lisible par les intelligences artificielles dont la grille de lecture ne repose plus sur la navigation, mais sur la compréhension sémantique du contenu.
Après avoir passé des années à suroptimiser leurs interfaces, qu'il s'agisse de placement de boutons, contraste, parcours utilisateur, micro-interaction, les concepteurs vont devoir intégrer une nouvelle dimension de design avec l'interprétabilité machine. Un marché déjà en mutation. Microsoft a intégré Copilot à Edge, Google prépare une version de Chrome dotée de fonctionnalités agentiques Gemini, et des acteurs émergents comme Perplexity ou Arc testent déjà des interfaces IA First. Mais OpenAI dispose d'un atout avec 700 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires de ChatGPT qui ne manqueront pas de tester, le cas échéant d'adopter Atlas, qui deviendra leur porte d'entrée naturelle vers le web. Les e-commerçants deviennent des dark shops de données. Interview de David Mozaz d'Insight à lire sur e-commercemag.fr en date du 20 octobre. L'essor fulgurant des intelligences artificielles génératives ouvre une ère nouvelle pour le commerce en ligne, celle du agentic commerce. Pour David Mozaz, directeur général d'Insight, ce bouleversement redéfinit en profondeur les rôles des marques, des plateformes et des clients. Comment définiriez-vous simplement ce concept d'agentic commerce ? Pour faire simple, c'est la capacité pour un utilisateur de confier à un agent d'intelligence artificielle la réalisation complète d'une transaction en ligne. Aujourd'hui, vous demandez à ChatGPT ou à Claude de vous recommander un produit. Demain, vous lui direz « commande-le-moi » et l'agent ira jusqu'à la transaction sans que vous n'ayez à visiter le site marchand. L'IA devient un concierge digital capable de comparer, choisir et acheter en s'appuyant sur vos préférences. Cela bouleverse-t-il la manière dont les marques abordent le commerce en ligne ? Absolument. L'e-commerce tel qu'on le connaît depuis 25 ans, celui des sites vitrines, des fiches produits et de l'expérience utilisateur visuelle, va profondément évoluer. Ce n'est plus l'expérience sur le site qui fera la différence, mais la qualité et la structure des données. Les commerçants devront proposer des catalogues parfaitement lisibles par les IA avec des métadonnées et des API propres afin d'être compris par ces nouveaux intermédiaires intelligents. Autrement dit, le design ne suffira plus. L'enjeu sera d'être la réponse prioritaire d'une IA comme ChatGPT qui proposera à son utilisateur. Cela semble vertigineux, surtout pour les marques de luxe qui ont bâti leur succès sur la mise en scène de leurs univers. Mais demain, cette médiation passera peut-être par des IA capables de générer elles-mêmes des visuels et des mises en page élégantes. Certains évoquent une disparition du site e-commerce au profit d'une relation automatisée. Est-ce possible ? C'est l'un des scénarios possibles en effet. Les marques deviendraient alors des dark shops numériques dont les offres seraient exploitées directement par les IA. Dans ce modèle, toute l'expérience utilisateur se déroule dans l'interface de l'agent conversationnel sans passer par le site d'origine. Les conséquences sont considérables, perte de la relation directe avec le client, disparition des données comportementales et surtout un risque de dépendance à ces grands intermédiaires technologiques. Les commerçants ne sauraient plus qui achète ni comment puisque la transaction serait opérée par un agent tiers. Concrètement, que peuvent faire les e-commerçants aujourd'hui ? Nous sommes dans une phase intermédiaire. Les entreprises doivent encore travailler leur référencement traditionnel, le SEO, tout en préparant leur contenu pour l'IA. On parle désormais de GIO, Generative Engine Optimization, une nouvelle discipline qui vise à rendre les contenus lisibles et indexables par les moteurs génératifs. L'idée n'est pas de créer un contenu pour Google et un autre pour les IA, mais de penser à un contenu unique enrichi de balises, de contextes et de données structurées pour que les agents conversationnels le comprennent et le citent dans leurs réponses. C'est déjà une réalité. Certaines marques constatent que ChatGPT devient un canal de trafic important vers leur site. Vous avez récemment dit que l'expérience client devient invisible. Que voulez-vous dire ? Aujourd'hui, un parcours d'achat est visible. Un client cherche sur Google, clique sur un lien, parcourt un site, revient plus tard, se fait retargeter, etc. Les marques voient tout cela grâce au tracking
et au Matrix. Demain, avec les agents IA, toute cette chaîne sera déportée, l'utilisateur ne visitera plus le site, c'est son agent qui le fera pour lui, l'achat sera exécuté par une machine, sans passage visible ni interaction humaine. Pour la marque, cela signifie perte de visibilité sur le parcours d'achat et difficulté à mesurer la performance. C'est une véritable rupture car le commerce devient algorithmique, opéré d'IA à IA. Jusqu'où cette automatisation peut-elle aller ? À terme, on peut imaginer des transactions d'IA à IA, l'agent du client négociant directement avec l'agent du vendeur, une forme de marché automatisé, ultra personnalisé, où chaque IA connaît les préférences, les contraintes et les prix en temps réel. Cela ressemble à de la science-fiction, mais les briques technologiques existent déjà. En attendant, les marques doivent anticiper cette bascule. Celles qui sauront structurer leurs données, travailler leur visibilité et comprendre les usages émergents de l'IA garderont un avantage compétitif. Les autres risquent d'être relégués hors des radars, ceux justement des agents intelligents. Amazon pourrait économiser 600 000 postes en utilisant des robots d'ici 2033, à lire sur usinedigital.fr en date du 22 octobre. Le géant de l'e-commerce compte automatiser 75% de ses opérations, ce qui lui éviterait de recruter 160 000 personnes dans les 2 ans et jusqu'à 600 000 salariés d'ici 2033. À la clé, une économie de 30 centimes par article depuis le stockage jusqu'à la livraison. Pour gagner en productivité, Amazon mise énormément sur l'automatisation de ses entrepôts, d'après le New York Times, qui s'est procuré plusieurs documents internes sur la stratégie de la firme. La robotisation progressive des entrepôts Amazon lui éviterait d'avoir à recruter 600 000 salariés d'ici 2033. Dans le détail, la direction robotique d'Amazon prévoirait d'automatiser 75% de l'ensemble de ses opérations, ce qui se traduirait par une économie de recrutement de 160 000 personnes rien que dans les 2 prochaines années. La multinationale compte environ 1,55 million de salariés à travers le monde, dont 1,19 aux États-Unis selon les derniers chiffres d'octobre 2024, ce qui en fait le 2e plus grand employeur privé du pays. Doubler le nombre de produits vendus en 2033. Cette automatisation avancée permettrait une économie de 30 centimes sur chaque article sélectionné, emballé puis livré au client. D'ici à 2027, les efforts d'automatisation de la firme devraient lui rapporter 12,6 milliards de dollars, soit l'équivalent de 2% de son chiffre d'affaires global, incluant AWS et son activité publicitaire réalisée en 2024. Pour 2033, la société prévoit de doubler le nombre de produits vendus. D'autres documents consultés par le quotidien américain préconiseraient l'utilisation de termes spécifiques par les cadres d'Amazon comme technologie avancée à la place d'automatisation et intelligence artificielle ou encore cobot à la place de robots pour signifier un travail commun avec les salariés. En réponse aux questions du New York Times, un porte-parole d'Amazon a déclaré que ses dirigeants n'avaient pas reçu d'instructions particulières en ce sens et que les révélations du journal ne reflétaient pas sa stratégie globale de recrutement. Amazon porte ses efforts sur la robotique depuis près de 15 ans. Amazon s'intéresse à la robotique depuis près de 15 ans, notamment depuis 2012 avec l'acquisition de la start-up Kiva Systems pour 775 millions de dollars. Son robot le plus répandu, baptisé Hercule, est destiné au transport d'étagères mobiles, pouvant peser jusqu'à 560 kg, entre les postes de travail des salariés. La multinationale utilise également Proteus, un robot mobile autonome pensé pour le déplacement de chariots et capable de naviguer au milieu d'opérateurs humains. Au total, ces robots représentent jusqu'à plus de 75% de la flotte robotique d'Amazon. La firme de Seattle a également dévoilé en mai Vulcan, un robot équipé de plusieurs capteurs de retour de force, lui conférant un sens du toucher pour le prélèvement
et le stockage d'articles dans ses centres de distribution. Déployé dans 2 centres de traitement des commandes aux États-Unis et en Allemagne, Vulcan devrait être installé dans une 50aine d'entrepôts américains avant la fin de l'année. Amazon travaille enfin avec Agility Robotics pour des tâches de tri des conteneurs de recyclage et aurait fait appel à Unitree pour déployer des robots humanoïdes dans la livraison du dernier kilomètre. Cet été, le géant de l'e-commerce a fièrement annoncé le déploiement de son millionième robot dans l'un de ses centres de distribution au Japon. Il revendiquait alors une assistance robotique d'une manière ou d'une autre pour 3 livraisons sur 4 réalisées dans ses entrepôts. En parallèle, Amazon a dévoilé DeepFleet, un modèle d'IA appliqué à la robotique permettant de coordonner le déplacement des appareils sur l'ensemble du réseau de distribution afin de réduire de 10% le temps de trajet de sa flotte de robots. 3 sites robotisés dans l'Hexagone en France. Amazon compte désormais 3 sites robotisés. Le premier à Bretigny-sur-Orge a été inauguré en 2019, celui d'Ogny en Moselle en 2021 et celui de Boves près d'Amiens au début du mois. Initialement destiné à la gestion des gros colis, le centre de distribution de Boves a été entièrement transformé. Seuls les 4 murs ont été conservés pour en faire la plus grande surface robotisée d'Amazon sur un seul niveau. Concernant les répercussions sur l'emploi, la direction nationale d'Amazon se veut rassurante. À travers la robotisation, nous allons pouvoir densifier notre zone de stockage, gagner 40% d'espace sur le site et ainsi augmenter l'emploi, expliquait Patrick Labarre, président d'Amazon France Logistique, lors de l'inauguration du centre de Boves. C'est en ligne avec notre stratégie de mieux servir nos clients et enlever des tâches pénibles ou répétitives pour nos collaborateurs. L'Oréal prêt à considérer des discussions avec le groupe Armani, selon son directeur général, à lire sur fashionnetwork.com en date du 21 octobre. L'Oréal est prêt à considérer des discussions avec le groupe Armani, comme le prévoit le testament de Monsieur Armani, soit une prise de participation de 15% dans un premier temps, selon le directeur général du groupe de cosmétiques, Nicolas Hieronymus. Dimanche, L'Oréal a annoncé la plus grosse acquisition de son histoire, celle pour 4 milliards d'euros de la division beauté du groupe de luxe Kering. L'acquisition des activités beauté de Kering ne change en rien notre intention d'accompagner le groupe Armani, confie Nicolas Hieronymus dans une interview au Figaro. Cela ne change rien non plus à nos capacités financières. Le groupe présente mardi après clôture de la bourse, son chiffre d'affaires du 3e trimestre attendu en hausse de 1,5% à 10,4 milliards d'euros selon le consensus d'analystes de Bloomberg. Le directeur général a d'ailleurs envoyé un message au groupe Armani assurant que ce partenariat avec Kering renforce L'Oréal Luxe dans l'ensemble de l'écosystème de la beauté et sera aussi bénéfique à Armani. Comme pour chacune de nos marques, une équipe dédiée continuera à s'occuper d'Armani. L'Oréal possède en effet la licence beauté Armani dont les ventes se montent à 1 milliard d'euros. Giorgio Armani, décédé le 4 septembre, a demandé à ses héritiers de céder une participation de 15% à un géant du monde de la mode comme LVMH, L'Oréal ou Essilor Luxottica entre 12 et 18 mois après l'ouverture du testament. L'actionnaire retenu aura ensuite la possibilité de prendre le contrôle du groupe, un des derniers restés indépendants dans le luxe en acquérant entre 30 et 54,9% du reste du capital. Si cette vente, prévue 3 à 5 ans après l'ouverture du testament, ne se réalisait pas, le styliste a demandé dans son testament que sa société soit cotée en bourse. Nous n'avons pas vocation à être un opérateur de mode et cela ne nous a pas empêché de prendre une part minoritaire, autour de 10% de Jacquemus, rappelle Nicolas Hieronymus. Nous pourrions réaliser cet investissement dans Armani seul ou avec un partenaire, ajoute-t-il. Mon désir est que la mode Armani se développe et que son style se transforme sous l'égide de son nouveau directeur général, Giuseppe Marsocci, pardon pour la prononciation, que je connais bien.
Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.